Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques. On continue la série de vidéos dédiées à Ibris Disordered Cosmos. Vous retrouverez les autres vidéos dans la playlist dédiée et sur la chaîne des Recettes Ludiques sur YouTube. Après avoir regardé les règles du jeu de base, on va s'attaquer aujourd'hui au mode duel, au scénario et aux variantes que vous pouvez tous trois retrouver dans la boîte de base. On commence tout de suite par le mode duel. Lorsque vous jouez une partie d'Ibris à 2 joueurs, vous pouvez choisir de respecter les règles du jeu de base comme pour 3 ou 4 joueurs, ou alors vous pouvez choisir d'appliquer les règles spécifiques du mode duel qui offre une expérience plus complexe mais également plus tendue aux 2 joueurs. Une fois la mise en place standard réalisée, chaque joueur reçoit une carte d'aide de jeu recto verso qu'il place à côté de son plateau. Ensuite, dans l'ordre inverse de la piste de grandeur, chaque joueur va placer l'un de ses jetons olympiens sur un emplacement d'un lieu de son choix, y compris les emplacements entourés en pointillés. Répétez l'opération dans le même ordre. Parmi les 2 jetons placés par les joueurs, l'un doit être placé face tête visible et l'autre face interdit. On verra à quoi servent ces jetons au moment de la phase d'action. Au cours de la phase de pilier divin, les joueurs, dans l'ordre de la piste de grandeur, vont sélectionner un pilier divin. Puis, dans le même ordre de cette piste de grandeur, les joueurs vont à nouveau sélectionner un second pilier divin. Ils vont ensuite choisir ce qu'on appelle une posture, qui va dépendre de la façon dont les piliers divins vont être empilés. Si vous choisissez de recouvrir la partie haute de l'un des 2 piliers divins avec l'autre carte de pilier divin, on dit que vous adoptez la posture humble. Vous placez donc votre carte d'aide de jeu sur la face humble qui est colorée en vert. Si à l'inverse, vous choisissez de recouvrir la partie basse de l'un de vos 2 piliers divins, dans ce cas-là, on dit que vous adoptez la posture orgueilleux, vous placez votre carte d'aide de jeu sur la face rouge avec justement l'appellation orgueilleux. Notez que l'ordre dans lequel vous récupérez vos piliers divins n'a pas d'importance, vous pouvez choisir de mettre la première carte au-dessus ou en dessous de la seconde. Contrairement au jeu de base, les piliers divins restants ne reçoivent pas de prière. La phase numéro 2 de planification est identique au jeu de base. La phase numéro 3, la phase d'action, est modifiée de la façon suivante. Tout d'abord, l'ordre du tour est défini par le chiffre indiqué sur les piliers qui se trouvent au-dessus chez chacun des joueurs. Ensuite, les emplacements avec un jeton interdit sont inaccessibles pour les joueurs. Ici, personne ne peut se rendre pour le moment à Hélice. Une exception cependant, si un jeton interdit se trouve sur un emplacement avec des pointillés blancs autour où plusieurs joueurs peuvent se rendre, dans ce cas-là, l'emplacement reste accessible, cependant le bonus de placement, lui, n'est plus actif. Ici, je peux donc me rendre à la forge sans profiter de l'action produire offerte par le bonus de placement. Ensuite, si vous décidez d'activer votre dieu lors de ce tour, vous devez appliquer des effets avant de l'envoyer dans le lieu qui dépendent de la posture que vous avez adoptée. Si vous êtes dans la posture orgueilleux, d'abord vous marquez un point pour chacun de vos jetons face tête visible. Ici, je marque un point de victoire. Ensuite, vous allez retourner tous les jetons adverses, peu importe qu'ils soient face tête ou face interdit, vers la face opposée. Si au contraire vous avez choisi la posture humble, vous pouvez retirer jusqu'à 4 jetons olympiens face tête visible de votre adversaire depuis le plateau. Si vous en retirez au moins 2, dans ce cas-là, vous pouvez débloquer l'une de vos étincelles depuis une amélioration de votre plateau. Enfin, vous pouvez retourner jusqu'à 2 de vos jetons face interdit vers la face tête. Lorsque vous activez l'un de vos personnages et que vous l'envoyez sur un emplacement où se trouve un jeton olympien face tête visible, vous rendez le jeton à son propriétaire et ensuite, s'il s'agit de l'un de vos propres jetons olympiens, vous gagnez un point de victoire. En revanche, si vous envoyez l'un de vos personnages sur un jeton olympien adverse, dans ce cas-là, l'adversaire récupère un point sur la piste de grandeur. À la fin de votre tour, vous allez placer un nouveau jeton olympien sur le plateau. L'emplacement et la face sur laquelle vous allez placer ce nouveau jeton olympien dépend à la fois du personnage que vous avez joué et de la posture que vous adoptez. Si j'ai joué mon dieu lors de ce tour, c'est le cas le plus simple. Dans ce cas-là, je vais placer mon jeton olympien sur la face de mon choix, sur n'importe quel emplacement libre, de n'importe quel lieu du plateau.
En revanche, si j'ai joué l'un de mes héros ou prophètes lors de ce tour, je vais placer mon jeton olympien sur un emplacement libre, soit du lieu dans lequel je viens de me placer, soit de l'un des lieux adjacents. Ici, par exemple, j'ai joué Bellérophon lors de ce tour, je peux placer mon jeton olympien sur l'un de ces deux emplacements chez l'oracle, là où je me suis placé, ou alors sur un emplacement disponible à la forge, au monde mortel ou chez les moires, qui sont les trois lieux adjacents de l'oracle. La face sur laquelle je vais placer ce jeton olympien va dépendre de la posture que j'ai choisi d'adopter. Si j'ai joué en mode orgueilleux, je placerai le jeton olympien sur sa face tête, et si j'ai choisi d'adopter la posture humble, je placerai le jeton sur sa face interdite. Pour terminer sur cette phase d'action, lorsque vous activez votre dieu, vous allez également activer vos piliers divins, là où les parties supérieures sont des bonus qui vous reviennent directement, et là où les parties inférieures sont des bonus qui vont à votre adversaire en fonction de la posture que vous avez adoptée. Au cours de la phase numéro 4, la phase de fin des âges, on ajoute tout simplement une dernière étape. L'ensemble des jetons olympiens placés sur le plateau sont retournés sur leur face opposée. J'en ai terminé pour le mode duel, on va maintenant regarder les scénarios et leurs spécificités. Sur une carte scénario, vous trouvez le nom du scénario, les recommandations en termes de joueurs, les différences de mise en place, ainsi que la compatibilité avec les autres extensions du jeu. Au dos de la carte, vous trouvez les règles spéciales qui s'appliquent. Le premier scénario s'appelle Renaissance. Il est conseillé pour 2 à 4 joueurs et permet d'offrir une expérience un petit peu plus douce du jeu de base. Vous avez un départ boosté, un système de contestation qui n'implique pas de combat entre les joueurs et seulement 4 manches. Je vous le recommande pour jouer avec des joueurs qui sont un petit peu moins expérimentés. On continue avec le scénario Fief, recommandé pour 3 à 4 joueurs. Fief permet d'aborder le jeu d'une toute autre manière. Au début de la partie, chaque joueur va sélectionner l'un des lieux qui va devenir ce qu'on appelle son royaume. Il va y placer dessus ses jetons olympiens. Il va pouvoir les accumuler en débloquant des étincelles depuis son plateau et éventuellement en payant des points de victoire. À la fin des 6 manches, le joueur qui remporte la partie est celui qui a accumulé le plus de jetons olympiens à l'intérieur de son royaume. Une expérience radicalement différente du jeu de base que je vous recommande pour renouveler un petit peu vos parties et surtout voir une autre façon d'aborder le jeu. Le scénario numéro 3 se nomme Trahison. Il permet justement de découvrir le module du Tartare avec son système de prisonniers. Lorsque vous vous rendez dans un lieu, il peut s'y trouver un prisonnier qui va vous faire subir un malus. Vous avez la possibilité de payer des ressources ou alors de l'affronter pour obtenir en contrepartie des points de victoire. Le quatrième scénario, Confusion providentielle, doit être joué avec la variante qui s'appelle Emprise de l'oracle. Ce scénario offre une expérience nettement plus difficile aux joueurs puisque vous allez doubler le nombre de primordiaux. Un nouveau primordial sera révélé à la fin de chaque manche. Et puisque c'était encore bien trop facile, vous allez ajouter une carte par défaut, une carte de combat, par défaut directement chez l'oracle, ce qui veut dire que ça va encore réduire le nombre de symboles éléments qui sera disponible pour consulter le prochain primordial. Enfin, le dernier scénario, Existence perturbée, vous permet de découvrir le module Les Alentours avec le jeu de base. À la fin de chaque âge, vous allez choisir collectivement avec tous les joueurs autour de la table entre payer un certain nombre de ressources ou alors voir l'une des villes du plateau du monde mortel détruite. Si au cours de la partie, les 5 villes du monde mortel sont détruites, vous perdez collectivement la partie. On termine cette vidéo par les cartes de variantes, au nombre de 3. On en a déjà vu une qui se nomme Emprise de l'oracle. Vous ajoutez une carte du Colisée chez l'oracle directement, ça va vous permettre de réduire le nombre de symboles éléments disponibles pour réaliser l'action présage. Les deux autres cartes de variantes sont Victoire d'éveil et Victoire d'influence qui vous permettent respectivement de supprimer une des deux conditions de victoire. Victoire d'influence vous permet de terminer la partie à la fin du 6e âge, elle supprime la condition de victoire au plateau de l'un des joueurs, et la victoire d'éveil, c'est l'inverse, elle force la victoire au plateau de l'un des joueurs. Si vous n'avez pas terminé la partie à la fin de l'âge 6, vous continuez jusqu'à ce que l'un des joueurs termine la 6e amélioration de son plateau. J'en ai terminé pour cette deuxième vidéo sur Ibris Disordered Cosmos. Vous connaissez maintenant le mode duel, les scénarios ainsi que les variantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles recettes ludiques. Qu'est-ce qui se passe avec ces ciseaux?